à toutes et à tous. David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir au nom des Échos et de Mazars pour une conférence au nom avec une question et un début de réponse. Réinventer le pilotage de la performance des entreprises. Les nouvelles technologies tiennent-elles leurs promesses? Le contexte, vous le connaissez. On est à la fois dans un monde qui structurellement est en train d'évoluer avec le numérique, le digital, le big data, qui peut être une chance, une opportunité, mais qui aussi peut rendre la vie parfois un peu plus complexe. Comment gérer ça? Est-ce que ces outils peuvent nous aider à être plus efficaces dans la gestion des entreprises? On est à un vrai tournant. La crise Covid a sans doute en plus accéléré des tendances de fond. Et un des points sur lesquels on a envie aujourd'hui de mettre l'accent, c'est sur la mission des, comme on dit en anglais, les CFO, les directeurs financiers. Comment est-ce qu'eux peuvent en gros passer d'un tableau Excel relativement parfois peut-être un petit peu passif à un outil beaucoup plus dynamique avec de nouveaux logiciels, de nouvelles solutions pour être véritablement un outil d'aide à la décision, un outil stratégique, pas simplement un miroir qui permet de voir ce qui s'est passé, mais qui puisse aussi permettre à se projeter vers l'avenir. Pour lancer la discussion aujourd'hui, on va avoir d'abord une courte introduction, interview avec Georges Wajini, qui travaille chez Sony Music, qui est le directeur général en charge de la finance, puis aussi du support, de l'organisation. C'est un vétéran de la musique, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans l'industrie musicale. Et on trouvait que c'était intéressant de commencer par l'industrie musicale, car ça a été la première à être impactée par la transition numérique, plutôt souffert au début. Elle a réussi à s'adapter, et c'est ça dont on va parler. Ensuite, Séverine Esser-Bonjean de chez Mazars, une des associées, nous présentera une étude un petit peu sur les attentes, les perspectives, comment est-ce qu'on peut voir ce marché, qu'on qualifie parfois avec un acronyme qui est EPM. Ensuite, une table ronde avec à la fois des éditeurs de logiciels qui essayent de déployer ces solutions, qui travaillent à déployer ces solutions au quotidien dans les entreprises, un représentant d'une entreprise, Yves Pellegrino de chez Danone, et un consultant de chez Mazars. Et puis ensuite, on aura une partie conclusion où vous aurez aussi pu entre-temps poser une partie de vos questions à distance et on essaiera d'y répondre. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions en direct, on reviendra vers vous par email. Je commence tout de suite, Georges, pour parler un petit peu de la transition, l'évolution de votre métier. Sony Music, c'est la major numéro 2 en France. C'est un acteur absolument majeur de l'industrie musicale. Je vous avais demandé, mais je ne retrouve plus mes fiches, mais je crois que vous avez des acteurs, les artistes pour lesquels vous avez travaillé en France et que vous défendez, c'est à la fois Francis Cabrel, Patrick Bruel, à l'international Beyoncé, et dans le passé des acteurs comme des chanteurs comme Michael Jackson ou Elvis Presley, donc un catalogue à la fois très riche, et puis aussi toute la musique urbaine, donc là je serais incapable de vous citer le nom d'un artiste. Je le disais, vous avez été peut-être une des premières industries impactées par la transition numérique. Aujourd'hui, comment se porte votre industrie? Est-ce que vous avez encaissé ce tsunami digital ? Alors exactement, on a eu une phase assez compliquée. On a un pic de l'activité physique 2002, chute derrière sans vraiment relais, puis arrivée du monde du streaming, au départ qui est issu de la piraterie. Et puis depuis 10 ans, un chiffre d'affaires qui est passé de 20% en digital à 70% aujourd'hui. Un marché qui a fait 14% de croissance l'année dernière. Donc, si vous voulez, des signes de bonne santé dans un marché de la musique qu'on peut lire maintenant un peu partout. Le choc de la fin du CD ou du déclin très rapide du CD a été encaissé pour votre industrie? Alors, il n'est pas encore encaissé totalement, parce qu'on ne retrouve pas le niveau de chiffre d'affaires qu'on avait dans les pics des années du CD, mais disons qu'on est maintenant revenu à une croissance régulière dans le monde entier. Et on a également la possibilité donc de continuer à investir sur nos répertoires, ce qui est notre fonds de commerce. On a fait de la start-up avant la start-up. Ça va bien, ça va mieux. Le numérique qui au départ est apparu comme une menace, aujourd'hui c'est plutôt donc une opportunité. Le streaming, ça représente quoi pour l'industrie musicale aujourd'hui? C'est l'avenir vraiment Le streaming, c'est clairement l'avenir. C'est plus de 70 à 75% des revenus du digital. Donc le streaming payant, donc quand on parle de payant, c'est Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon ou YouTube Music, sont des gros acteurs et c'est là où se fait le plus gros de la valeur par abonnement. En France, ça représente 22 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez que c'est quand même assez important. Et c'est à peu près 400 milliards de streams par an, le marché français. Donc vous voyez qu'on arrive dans de l'infiniment petit. Et c'est un enjeu, ça a été un enjeu pour nous au niveau financier parce qu'il faut traquer toutes ces transactions. C'est-à-dire que chaque personne qui clique sur un titre sur Spotify, on doit pouvoir derrière nous
le tracer et payer les royalties à nos artistes, puisque c'est ça notre savoir-faire. En termes de business model, qu'est-ce que ça change de passer d'un monde où on vendait un CD à un monde du streaming? C'est quoi en termes de révolution? La révolution, c'est le temps. C'est-à-dire que sur le physique, on avait, si vous voulez, une préparation, une sortie d'un album, et puis on était sur un acte d'achat. Donc on était dans une économie d'achat. Vous avez tous acheté des CD, enfin, bien sûr, probablement pour les plus vieux d'entre nous, et vous savez très bien que vous ne les avez pas tous écoutés de la même façon. Certains, vous les avez écoutés une fois ou deux, puis d'autres, vous les écoutez régulièrement. Dans le streaming, on est rentré dans une économie de l'usage. C'est-à-dire qu'il faut que les gens cliquent régulièrement sur le répertoire pour qu'ils produisent du revenu. Alors ça peut être extrêmement valorisant pour des gens qui vont être très écoutés, et c'est plus difficile de faire émerger dans la masse des gens certains artistes. Donc ça nous demande, et il y a aussi un titre qui est livré chaque seconde dans le monde sur les plateformes de streaming. En nouveauté? En nouveauté. Ouais. Chaque seconde, vous avez un nouveau titre qui arrive. C'est comme si un magasin de disques s'agrandissait exactement. tout le temps, quoi. Donc vous comprenez la difficulté pour nous maintenant de travailler à faire émerger nos artistes. C'est tout notre savoir-faire. Nous avons développé tout un nouveau savoir-faire marketing et artistique dans le monde digital qui nous permet de pousser, de travailler, de faire découvrir nos artistes, souvent avec l'aide aussi des plateformes qui elles-mêmes ont des recommandations. Alors, quelle place occupe aujourd'hui la data dans le monde de la musique, hein? En fait, comme on est dans une économie à l'usage, vous voyez qu'on a beaucoup de transactions, donc c'est devenu clé. On a d'abord dû adapter nos ERP à cette masse de données. Ensuite, il a fallu pouvoir l'analyser. Donc, on a eu des gros chantiers de business intelligence, de BI. On a dû stocker tout ça dans des data lakes, ensuite être capable de l'analyser et de donner des restitutions, qu'elles soient restitutions financières, mais aussi restitutions à nos managers, à nos directeurs de label, puisque ce sont ces informations qui vont leur permettre de driver leurs investissements, principalement en marketing. La bonne utilisation de la data aujourd'hui permet d'être plus performant dans la musique. C'est pas seulement un manager qui se dit ce son est génial, je vais le pousser, quoi. Il faut aller un peu plus loin que ça. Ça permet d'être. C'est ça, parce que quand je vous parle des transactions, je ne vous parle pas de la partie marketing, qui est toute l'analyse des réseaux sociaux, qui sont prépondérants d'une manière générale dans le monde aujourd'hui, mais dans la musique encore plus, comme outil starter, si vous voulez, des artistes ou de découverte. C'est aujourd'hui devenu un des médias les plus importants, voire le plus important pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont aussi les plus gros consommateurs, donc les plus gros streamers. Donc il faut capter la data, l'analyser, la comprendre, et c'est ça qui va ensuite, derrière, pousser votre stratégie. Exactement. De voir aussi la corrélation entre les datas, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux versus ce qui va se passer sur les ventes, versus les interactions avec les autres médias. Et c'est l'ensemble de ça qui va nous donner à la fois un flot de streaming et qui va nous permettre d'influer dessus. D'accord, c'est marrant, ça me rappelle un petit peu aussi ce qu'on a vécu dans le monde du sport, où on disait qu'avant les agents, les entraîneurs étaient beaucoup basés sur l'intuition. Et aujourd'hui, de plus en plus, on sait, les sportifs ont des capteurs de data et on regarde les statistiques. Et voilà. En fait, vos artistes sont devenus un petit peu pareils. On regarde comment ça marche, qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qu'il faut pousser, sur quel réseau pousser. Exactement, c'est le cas aussi pour la recherche d'artistes, puisque vous avez des artistes qui peuvent aujourd'hui d'eux-mêmes s'autoproduire, se présenter sur les réseaux sociaux, et leur aura sur les réseaux sociaux nous permet aussi de capter de nouveaux artistes. Après, je ne voudrais pas occulter le fait qu'on reste des humains, qu'on est tous sensibles à la musique et qu'on ne sait pas tout expliquer. Et heureusement, parce que je pense que si on mettait tout en data, ça serait peut-être un peu triste, y compris pour notre métier. Il reste encore une part d'intuition et une part d'humain dans ce qu'on fait. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de logiciels, vous avez besoin de services pour capter et traiter la data, mais derrière, il faut que ce soit quand même un humain qui prenne des décisions. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir extraire plein d'informations, y compris financières. On a mis en place des outils qui nous permettent de projeter ces revenus et de faire des évaluations du revenu futur. Mais à un moment donné, il y a la croyance dans l'artiste, il y a le fait de se dire qu'on croit dans ce développement de cet artiste qui va nous permettre de prendre des risques. Notre métier, c'est de prendre des risques, d'investir là où personne ne serait allé et d'investir tant en signature d'artiste qu'en investissement marketing, de croire en artiste et de continuer malgré parfois les datas. Et en fait, voilà, c'est cette intuition qui se corrèle avec les datas. Il faut savoir écouter les deux. Voilà, c'est ce qui nous a amené les datas, c'est d'écouter une autre voix que notre intuition. Ouais. Est-ce qu'on ne risque pas parfois de se noyer un peu sous la data? Est-ce qu'on sait comment la trier? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'on ne se dit pas sans arrêt, je vais en chercher une de plus?
et finalement que ça ne soit pas la data pertinente. Ouais. Ça, c'est vrai. On est abreuvé de données, ça c'est un fait. Et notre problème, c'est d'aller de l'infiniment petit à l'infiniment synthétique. Et en fait, tout notre travail, y compris comme financier, c'est d'arriver à synthétiser cette information pour faire ressortir 2-3 indicateurs qui permettent de comprendre ce qui se passe, mais aussi d'avoir un dialogue interne dans la société. Par exemple, quand vous étiez dans le physique, vous parliez de nombre d'albums vendus. Oui. C'était quelque chose de simple. Quand vous arrivez dans le monde digital, de quoi on va parler? Bon, alors à un moment donné, on dit on va parler de PayStream. C'est là-dessus que sont élaborés d'ailleurs les charts, les tops de vente, sont élaborés en France sur les volumes de stream payant. De stream payant, des abonnés à Deezer, Spotify. Exactement. Donc, en fait, c'est une donnée qui permet à toute la société de parler de la même unité de mesure, en dehors de l'euro. Pour pouvoir se comparer les uns les autres. Pour pouvoir faire des comparaisons de performance, pour pouvoir mesurer des progressions ou faire des prévisions. Et c'est là où notre travail a été important et continue d'être une remise en cause permanente, de se dire, le monde changeant en permanence, quels sont les indicateurs, ceux marketing et artistiques, mais aussi ceux financiers qui permettent de nouer un dialogue avec toute la société. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux tableaux de bord? Je disais en présentation, le bon vieux tableur Excel. Aujourd'hui, est-ce qu'entre Excel et un ordinateur qui ressemble à un poste de pilotage, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez les outils pour avoir une bonne vision synthétique de tout ça? Oui, on a beaucoup travaillé, encore une fois, sur les prévisions financières. Donc, on a des outils qui nous permettent d'extraire le réel et nous permettent de projeter le futur, qui sont des outils basés sur des bases de données avec derrière de la synthèse et du calcul. Et on a toujours aussi de la restitution, beaucoup en BI, de tableaux de bord derrière, une fois qu'on a fait tout ce travail de préparation pour rendre, encore une fois, le dialogue avec nos équipes opérationnelles le plus pédagogique possible. Et les artistes eux-mêmes sont demandeurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous dit, vous étiez avant une fonction, vous étiez peut-être tourné vers l'interne, est-ce qu'on vous demande aujourd'hui de partager plus de choses avec plus de personnes dans l'entreprise? Je vous remercie de me dire ça, parce que c'est le cœur de la stratégie de Sony, d'être la maison de disques la plus transparente vis des artistes. Notre patron, Rob Stringer, qui est à New York, a donné cette stratégie à l'entreprise depuis maintenant plusieurs années et nous sommes les premiers à avoir mis en place ce qu'on appelle un artist portal. Donc chaque artiste chez nous a accès à ces données et peut voir ses royalties se générer en direct. C'est-à-dire que nous intégrons toutes nos ventes en temps réel et nous calculons leurs royalties, puisqu'ils sont rémunérés au pourcentage de leurs ventes, en temps réel, et ça leur permet aussi de voir dans quel pays c'est fait, de leur donner des informations sur leurs réseaux sociaux. Notre souci, c'est d'agréger ces données pour nous aussi, mais d'accroître la transparence vis-à-vis des artistes. Lui aussi a son tableau de bord et vous jouez la carte de la transparence. Exactement. Et sur votre fonction à vous, en tant que directeur général en charge de la finance, en quoi vous diriez que ça a le plus impacté finalement votre travail au cours des dernières années? Je pense que le plus difficile, ça a été de garder l'esprit synthétique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas être noyé sur la donnée et à tout moment d'être capable de regarder la société d'une manière synthétique et de privilégier un dialogue sur des faits simples, parce qu'on peut très vite se noyer avec beaucoup de chiffres. Et il fallait arriver à trouver un langage commun. C'est ça le challenge, je pense. Après, on a été beaucoup aidé par le groupe pour la partie outils. D'accord. Dernière question, si vous aviez une piste d'amélioration, quel est le sujet sur lequel vous dites, là c'est encore le point sur lequel, dans la gestion de la data, en particulier rapportée à la finance, il faudrait qu'on soit capable de progresser, un petit niveau d'insatisfaction sur un sujet, vous diriez que c'est lequel, hein? Je pense qu'on n'en fera jamais assez pour nos artistes, c'est notre savoir-faire, donc continuer à donner encore plus d'informations à nos artistes et travailler à l'échange là-dessus, parce qu'on peut donner de l'information, mais je pense que c'est l'échange, c'est-à-dire progresser dans l'échange, expliquer, être pédagogique avec nos artistes, avec nos équipes marketing et artistiques. Je pense que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, plus financier, je pense que c'est d'aller vers du prévisionnel encore plus affiné et pouvoir le travailler avec nos équipes commerciales en regardant nos modèles et en essayant d'être encore plus précis et plus fin dans nos prévisions. Merci Georges, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre séminaire ou conférence sur les nouveaux outils au service de la fonction finance dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je vais maintenant accueillir Séverine. Je vous demande à toutes et à tous de ne pas nous quitter. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Réinventer le pilotage de la performance, qui mieux pour en parler que Mazars. Et je vais passer tout de suite la parole à Séverine. Vous avez mené une enquête, une étude pour voir quelles étaient les attentes, les besoins au sein des directions financières. Séverine, je vous passe la parole pour la présentation d'une étude. Merci David de nous accueillir ce matin et de nous donner cette opportunité de présenter cette enquête. Donc après plus de 2 ans de crise sanitaire liée à la Covid-19 et avec l'incertitude sur la croissance économique due à la guerre en Ukraine, la nécessité de disposer d'un bon outil de pilotage de la performance et de contrôle de gestion semble plus forte que jamais. Les solutions du marché répondront-elles à cette nécessité ? Tiendront-elles leurs promesses face aux enjeux de demain, notamment des enjeux d'analyse plus poussés, de prévision plus pertinente, plus fréquente? C'est ce que nous avons voulu savoir en interrogeant nos clients, principalement des directeurs financiers et des directeurs du contrôle de gestion, entre les mois de décembre 2021 et février 2022. Donc nous avons eu près de 90 répondants, ce qui est un échantillon assez significatif pour ce type d'enquête, avec un échantillon qui représente à proportion quasi équivalente les grandes entreprises et les PME-PMI et qui couvre l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, cette enquête avait 2 thèmes principaux. Le premier, comprendre comment les directeurs financiers et les directeurs du contrôle de gestion perçoivent les outils de pilotage de la performance aujourd'hui. Et deuxième objectif, comprendre ce qu'ils en attendent au regard de leurs enjeux dans les prochaines années et évaluer leur volonté de se lancer dans la mise en œuvre d'un outil de pilotage de la performance. Donc l'objectif ce matin est de vous présenter une synthèse des résultats et les principaux enseignements de cette enquête. Alors, des outils de pilotage de la performance qui sont perçus comme essentiels pour le suivi de l'activité dans cet environnement en perpétuelle transformation, avec sans surprise 81% des personnes interrogées qui estiment que les outils de pilotage de la performance sont essentiels à leur activité. Donc, évidemment, la crise sanitaire a renforcé notamment les besoins de pilotage de la trésorerie. En ce moment, on voit qu'avec la crise en Ukraine, les prix de certaines matières premières s'envolent, certaines filières de distribution se raréfient, les prix du transport s'envolent également et qui renforcent ce besoin d'anticipation et de pilotage des coûts. Nous avons également beaucoup de nos clients qui utilisent encore massivement Excel dans leur processus de construction budgétaire notamment, et ils ne sont pas tous équipés d'outils de pilotage de la performance, ce qui explique sans doute ce score massif en faveur de ce type d'outils. En revanche, 60% de nos répondants estiment toutefois que ces outils de pilotage de la performance sont perfectibles. En général, lorsque les répondants indiquent disposer d'un outil de pilotage de la performance, ce sont des solutions installées il y a plus de 5 ans en général, en moyenne, et donc des solutions qui sont parfois vieillissantes, tant les éditeurs ont investi ces dernières années dans les versions les plus récentes de leurs solutions pour augmenter, par exemple, la capacité de traitement des données en masse ou en volume, ou diversifier les axes de restitution possibles. Si on regarde un peu plus précisément les fonctionnalités qui sont plébiscitées par nos répondants pour ces outils de pilotage de la performance, les EPM, donc, comme on les appelle, eh bien, ils estiment que ces outils répondent bien aux fonctionnalités clés pour lesquelles ils ont été créés à l'origine. Ce qui tombe bien, c'est-à-dire la construction du budget et puis la production de reporting de gestion.
Ces outils, ils jugent que ces outils leur permettent de réduire considérablement le temps passé par les équipes financières et les contrôleurs de gestion sur ces deux activités, construction du budget et reporting de gestion, notamment en supprimant des phases de manipulation et de retraitement des données de gestion qui sont souvent très consommatrices de temps. Et nous l'avons d'ailleurs constaté en accompagnant certains de nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets EPM. Nous avons vu certaines équipes de contrôle de gestion gagner jusqu'à 60% de leur temps sur cette phase de construction budgétaire, ce qui est quand même significatif. Ensuite, nos répondants plébiscitent l'utilisation des outils EPM pour améliorer la fiabilité des données et réduire le risque d'erreur, surtout si on le compare à l'utilisation d'Excel. Donc, ces outils, la mise en place de ces outils EPM sont souvent l'opportunité de remettre à plat la structure analytique du groupe pour la faire mieux correspondre à ce que l'on souhaite piloter et s'assurer qu'elle décline la stratégie du groupe pour les prochaines années. Donc cela passe par un alignement en amont sur les indicateurs clés, sur ce que l'on souhaite suivre, et ce travail sur les fondamentaux permet de sécuriser la pertinence des données et des reportings qui sont produits en bout de chaîne. Il n'en reste pas moins que les personnes interrogées ont de fortes attentes pour les années à venir, et on le voit sur la partie droite de la présentation, et qu'ils attendent de pouvoir mieux prévoir et mieux simuler. Donc, mieux prévoir en intégrant, par exemple, le traitement de gros volumes de données historisées ou en intégrant des tables d'hypothèses pré-remplies pour calculer un budget V0, par exemple. Et simuler plus fréquemment. Les personnes interrogées remontent à un besoin croissant de fluidifier et d'augmenter la fréquence de prévision. Des améliorations sont également souhaitées en matière d'accès plus facile aux données et aux différentes versions de dashboard ou de reporting possibles. Alors, si on regarde un peu plus en détail comment nos répondants ont priorisé leurs besoins, donc qu'est-ce qu'un outil EPM doit couvrir en priorité? Une fois encore, la capacité de prévision et de simulation ressort majoritairement comme la priorité principale, avec plus d'agilité et un accès plus facile aux données, on vient de le dire. En ce qui concerne la révision des tableaux de bord, revoir le reporting de gestion, le processus budgétaire, ce sont des étapes qui sont moins liées à l'outil, mais plus aux travaux préliminaires qu'il faut engager avant de se lancer dans des projets EPM, dits EPM. Alors, au regard de ces attentes fortes exprimées par nos répondants, par les directeurs financiers et les directeurs du contrôle de gestion, les outils EPM nouvelle génération seront-ils pertinents pour y répondre? Qu'est-on en droit d'attendre comme résultat quand on se lance dans la mise en œuvre d'une solution EPM? Alors, les entreprises qui ne sont pas encore équipées d'un outil de pilotage de la performance y réfléchissent sérieusement, puisque nous avons 41% des personnes interrogées qui sont prêtes à déployer un nouveau système de pilotage de la performance dans les années à venir. Nous avons la moitié des répondants qui envisagent de déployer un outil de BI et l'autre moitié qui envisage de déployer un outil dit EPM. Alors, les outils de BI et les outils EPM, ce n'est pas la même chose. Vous ne faites pas de construction budgétaire avec un outil de BI. Ce sont des outils qui permettent d'analyser et de restituer des données, certes parfois plus puissants que certaines fonctionnalités de DataVis des EPM, mais vous ne ferez pas de construction budgétaire avec un outil BI. C'est pourquoi les deux solutions, les deux outils cohabitent souvent dans la cartographie applicative de nos clients. Alors, le déploiement d'un projet, d'un nouvel outil de pilotage de la performance, d'un EPM, présente de nombreux défis pour les entreprises. Si les bénéfices de ces projets sont incontestables, encore faut-il
prendre en compte un certain nombre d'éléments clés pour qu'ils soient de vrais succès pour l'entreprise. Et on le voit bien lorsqu'on interroge nos directeurs financiers et directeurs du contrôle de gestion, notamment ceux qui ont vécu cette expérience ou qui s'apprêtent à mener ce type de projet. Leur défi numéro 1, c'est l'acceptation par leurs équipes. C'est l'adhésion au projet, le renoncement à certaines façons historiques de travailler. Et si on rajoute les 28% de personnes qui pensent que la mobilisation des équipes est clé, sur la 4e ligne à droite, on obtient près de 68% des répondants qui jugent que la gestion du changement est un défi majeur pour l'entreprise dans le cadre de ce type de projet. Alors malheureusement, nous le constatons souvent en tant que consultants, la conduite du changement est jugée primordiale au démarrage des projets et bien souvent, elle est sacrifiée en cours de route pour répondre aux urgences, respecter le calendrier projet ou parfois même les coûts. Donc le défi qui suit immédiatement est la définition des besoins pour 36% des répondants. Donc effectivement, avant de se lancer dans le choix d'un outil EPM, il convient de définir le modèle de pilotage et les indicateurs de pilotage que l'on souhaite suivre, ce qui permettra de déduire ensuite une structure analytique des données à mettre en place et d'identifier ces flux de données à capter et leurs sources. Ce point-là est important parce qu'il renvoie au défi numéro 3 pour 32% des répondants qui estiment que la qualité de la donnée, sa cohérence et sa pertinence est également un défi majeur dans ce type de projet. Et donc les projets, mettre en œuvre ce type de projet nécessite de mener un travail structurant sur les référentiels de données. Et c'est l'opportunité de remettre à plat les référentiels existants et d'impliquer les autres équipes de l'entreprise. Les acheteurs, les commerciaux, les RH, et donc pas uniquement les financiers, et de redéfinir ainsi une gouvernance appropriée pour ces référentiels de données. Et ces travaux ne doivent pas être sous-estimés, parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, de son empreinte nationale ou internationale, de la diversité de son activité, les difficultés liées à l'existence de modèles économiques différents ou les difficultés liées à la divergence dans le pilotage du corporate versus les entités locales sont de réelles difficultés. Et elles nécessitent un alignement des parties prenantes en amont du choix de l'outil. C'est-à-dire que l'outil ne résoudra pas ces sujets et ne pourra pas correctement répondre aux attentes exprimées si ces travaux préliminaires ne sont pas engagés en amont de l'implémentation de l'outil. Donc, à noter également que 18% des répondants estiment que le principal challenge d'un projet EPM est le choix de l'intégrateur. Donc, effectivement, c'est une part importante du succès de ces projets d'implémentation d'un outil EPM. Et c'est la raison pour laquelle nous préconisons à nos clients de les choisir au moyen de RFP et éditeurs intégrateurs, parce que travailler avec des intégrateurs qui connaissent le métier, le secteur, qui ont des références avérées sur ce type de projet et qui resteront tout au long du projet avec l'équipe financière est indéniable un facteur clé de succès. Alors, nous voyons souvent nos clients non équipés d'outils de pilotage de la performance utiliser leur outil de consolidation comme un outil de pilotage de la performance, justement, ce qui présente de nombreuses limites aux analyses possibles. Et donc, nous avons eu envie de leur demander si, à l'inverse, ils envisageraient d'utiliser leur outil EPM pour répondre à leurs besoins de consolidation statutaire. Eh bien, pour 48% d'entre eux, ce n'est pas le premier réflexe. On le voit ici. Et pourtant, certains éditeurs, peu nombreux encore, mais proposent déjà des solutions EPM capables de traiter nativement les besoins de la consolidation et où ont inscrit le développement de cette fonctionnalité dans leur feuille de route pour les prochaines années.
Donc, si l'on considère les exigences de communication extra-financière qui se renforcent au travers des enjeux de la RSE, un outil capable d'adresser ces différentes dimensions paraît certes séduisante. Alors, en conclusion, je dirais que, effectivement, la nécessité de disposer d'un bon outil de pilotage de la performance et de contrôle de gestion est plus forte que jamais. Pourtant, une entreprise sur 5 seulement est satisfaite de ces outils actuels. Et si les EPM tiennent leurs promesses concernant les fonctionnalités classiques, on l'a vu, la construction du budget, la production des reportings de gestion, les attentes en matière de simulation et de prévision sont extrêmement puissantes. Et donc, dans le contexte actuel, disposer d'un outil de prévision et de simulation performant devient la priorité des entreprises. Et nous l'avons vu, nombre de directeurs financiers et de directeurs de contrôle de gestion sont prêts à déployer un outil de pilotage de la performance dans l'année à venir. Toutefois, les outils EPM ne tiendront leurs promesses qu'à condition de respecter un certain nombre de travaux préliminaires à mener en amont du choix de l'outil, puisque l'enjeu principal, comme souvent, demeure la gestion de l'humain et la conduite du changement. Mobiliser les équipes, vous le disiez tout à l'heure. Merci Séverine, on vous retrouve à l'issue de la table ronde pour une partie conclusion et réponse à une partie des questions de ceux qui nous suivent à distance. Merci pour cette étude très complète et nous allons donc passer tout de suite à la table ronde. Restez en ligne, on se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Réinventer le pilotage de la performance des entreprises, on en parle depuis tout à l'heure. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des besoins, il y avait des attentes, il y a du potentiel d'amélioration, il y a de l'efficacité qui peut être gagnée dans le pilotage, mais comment le déployer, quelles sont les attentes et comment on le fait au quotidien. Pour en parler maintenant, une table ronde avec 4 intervenants que je vous présente très rapidement. Olivier Guyot de chez Mazars, qui est associé. Juste à côté de lui, Julien Moreau, qui est de chez Board, un éditeur de logiciels. Juste à ma droite, Yves Pellegrino, qui est en charge de la finance et du contrôle de gestion chez Danone. Des data. Chez Danone. Et juste à côté de lui, Julien Crépinet, qui est chez OneStream, un autre éditeur de logiciels. Peut-être pour relancer le débat et le recadrer, je vais commencer par m'adresser à Olivier. Derrière le terme de pilotage, moi, le pilotage, je vois bien ce que c'est, mais le pilotage de la performance, dans votre esprit, ça correspond à quoi ? Alors, pour faire simple, en fait, une entreprise définit une stratégie. Derrière cette stratégie, il va y avoir des objectifs et donc des leviers, en fait, pour atteindre ces objectifs et cette stratégie. Eh bien, le pilotage de la performance, ça va être l'analyse et l'observation, en fait, de l'ensemble des données permettant, en fait, de suivre ces leviers de performance et aussi de les prévoir et de les planifier dans le temps. Donc c'est tout cet ensemble en fait qu'on peut qualifier de pilotage de la performance. D'accord, au quotidien. Quand on est du côté entreprise, Yves, je vous passe la parole. Pour vous, quelles sont en fait vos attentes ou vos besoins en matière de ce pilotage de la performance ? Est-ce qu'elles ont évolué dans ce monde ? Elles évoluent et en fait il faut partir d'un constat qui est assez simple et qui a été évoqué dans votre introduction, c'est qu'on n'a jamais eu autant de données et ces données n'ont jamais changé aussi vite. Et donc les deux enjeux, c'est comment je sélectionne la bonne donnée pour la faire passer aux opérationnels, et comment je la fais passer surtout assez vite pour que les leviers d'action soient proportionnés à cette donnée et en relation avec cette donnée. Donc le risque, en fait, c'est de chercher l'exhaustivité ou de chercher l'ultra-précision, qui ensuite conduit à un laps de temps qui rend en fait l'action inappropriée à la donnée. On est prêt le jour où c'est trop tard, quoi. Exactement. Ouais, et on vit dans un monde beaucoup plus volatile avec beaucoup plus de données, donc il faut être... Olivier, je reviens vers vous rapidement, mais du coup, est-ce qu'on a les outils aujourd'hui pour commencer à répondre à ça ? C'est quoi les outils qui peuvent permettre de répondre à les préoccupations de Yves ? Bien, on a vu en fait, d'ailleurs dans l'étude tout à l'heure, il y a 2 grands types d'outils. Il y a les outils de BI, où on va dire on est plutôt sur des données réalisées. Business intelligence, c'est ça ? Exactement.
des données réalisées. Donc là, on est plutôt dans le passé, donc on va regarder dans le rétroviseur de la voiture. Et là, sur les EPM, en fait, on va être plutôt sur du prédictif, donc pour essayer de prévoir et planifier. Et donc, on va être plutôt sur, sur du Waze dans la voiture, en fait. Et donc, à choisir différents chemins pour atteindre les objectifs. Et donc, on va faire différents scénarios pour principalement, notamment, le processus budgétaire. On regarde derrière, on regarde devant. Du coup, je passe la parole peut-être à un éditeur de logiciels qui est au cœur de cette transformation. Donc, on vient d'entendre des mots comme BI, DataVis, EPM, des acronymes dont tout le monde n'a pas forcément encore la connaissance. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Julien, un peu ces différents outils, hein? Alors, effectivement, on a beaucoup d'acronymes dans notre métier, dans notre jargon, et d'anglicismes, qui plus est. On le voit depuis ce matin, depuis le début de la matinée, la data est devenue vraiment un actif stratégique pour l'entreprise. La question qui se pose derrière, c'est comment on l'exploite, comment on l'utilise. Et Séverine et Olivier ont déjà abordé cet aspect sous l'angle plutôt métier. Nous, d'un point de vue éditeur de logiciels, on va différencier ces deux grands pans par une différence fondamentale, c'est la capacité à faire de la saisie dans l'information. La BI, par définition, Olivier le disait à l'instant, on est sur un rétroviseur des données. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un chiffre de 100. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Je vais pouvoir, au travers d'outils spécifiques de reporting, de business intelligence, essayer d'analyser ma donnée, la comprendre et peut-être commencer à travailler sur du prédictif. Et c'est là où les outils d'EPM, pour Enterprise Performance Management, interviennent, avec cette capacité à faire de la saisie, à faire de la simulation, à faire du prédictif, voire du prescriptif. Rendre intelligent la data, quoi. Exactement. Lui apporter une couche d'intelligence supplémentaire, l'humain restant naturellement au cœur des préoccupations, mais l'outil est là pour l'aider à aller plus vite. Olivier, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans cette définition, est-ce que chez Mazars, vous voyez aussi les choses à peu près de cette manière dans la différenciation des différents outils EPM Alors, sur la différenciation des outils, en fait, ça va beaucoup dépendre du besoin du client, en fait. Donc, c'est notre premier travail d'accompagnement auprès de ces clients, c'est de bien définir ce besoin de couverture fonctionnelle, parce que la couverture fonctionnelle peut varier aussi en fonction du secteur, en fonction du besoin du client, et donc ça va avoir plus ou moins un impact en fonction de l'éditeur. Il va y avoir aussi tout un aspect, un peu d'IT, donc de système d'information, d'environnement aussi du client. Et naturellement, après, il va y avoir des différences en fonction de l'ergonomie souhaitée et naturellement du prix. D'accord, c'est pas one size fits all en fait. Suivant les entreprises, les secteurs, les attentes, il faut savoir s'adapter. Voilà, il faut bien comprendre le besoin actuel, mais surtout le besoin futur. Parce qu'en fait, l'outil ne fait pas tout. Il faut aussi profiter de ce changement pour repenser aussi ces processus et aussi, comme l'évoquait Yves, revoir aussi la gouvernance des données. D'accord, il faut commencer par comprendre les besoins et trouver une réponse adaptée. C'est pas comme juste on a tous Word sur nos ordinateurs. C'est un tout petit peu plus pointu que ça, peut-être. Exactement. Sur les tendances de ce marché que moi je découvre un petit peu, mais qui part pas de zéro, mais qui est en train de j'imagine, se développer. On l'a dit, c'est ce que disait Yves. Aujourd'hui, la data, on en a de plus en plus. Elle est de plus en plus volatile et elle est aussi, ce que disait Séverine tout à l'heure, de plus en plus stratégique et importante dans un monde où le cours des matières premières, les prix bougent tout le temps. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire un plan ou une prévision à 6 mois. Il faut devenir réactif. Quelles sont les tendances que vous voyez émerger? Alors, je pose la question du coup aux deux Julien. Je ne sais pas qui veut s'en saisir en premier. Je veux bien commencer. En ce qui concerne les tendances, nous, d'une manière générale, on distingue des tendances d'abord de longue échéance qui ont en réalité démarré depuis un certain nombre d'années, voire parfois de certaines dizaines d'années pour certaines d'entre elles, et puis des tendances qui sont beaucoup plus récentes. Si je commence par les tendances entre guillemets de long terme, nous ce qu'on observe principalement au travers des appels d'offres en fait que nous recevons régulièrement, c'est qu'il y a une demande très importante de simplification. Simplification, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde les paysages applicatifs EPM classiques dans les entreprises en général, on a ce qu'on appelle un plat de spaghettis, c'est-à-dire une myriade en fait, d'outils différents. On commence évidemment avec Excel très souvent pour faire de l'élaboration budgétaire. On va retrouver également 1, 2, 3 outils parfois pour adresser les processus EPM. Donc il y a cette tendance à vouloir simplifier, avoir si possible un seul outil. Une deuxième tendance, je dirais, de fond, qui est récurrente depuis assez longtemps, c'est l'accélération. On veut être capable de produire des comptes rapidement pour la consolidation, mais également pour le reporting interne. Et c'est exactement la même chose pour tout ce qui est planification.
Je pense que le Covid et les derniers événements ne peuvent que aller, je dirais, dans cette direction de vouloir sortir des données le plus rapidement possible. Ouais, Georges disait tout à l'heure, chez Sony Music même, il y a un tableau de bord réactualisé en permanence au quotidien pour les artistes. Hein, c'est exactement ça. Et dans les tendances un petit peu plus récentes que nous, on observe, il y a une tendance, ou en tout cas un souhait à l'alignement. Alors, classiquement, il y avait un alignement, un besoin d'alignement des résultats consolidés avec la gestion. Mais on voit des besoins d'alignement également très forts maintenant en ce qui concerne la planification, puisque aujourd'hui, la planification stratégique doit être alignée avec la planification financière, elle-même alignée avec la planification opérationnelle. Et puis, je terminerai rapidement avec une dernière tendance de fond. Il y a un besoin d'autonomisation locale, c'est-à-dire que classiquement, ce qu'on observait, c'est que les outils EPM étaient mis en place pour les groupes, pour les grands, pour les corporates principalement. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau des appels d'offres, c'est un souhait de plus en plus marqué pour adresser des besoins plus locaux pour les entités locales ou pour certaines activités. Plus riche, souvent en détail par rapport à ce qui est exprimé au niveau du corporate. Sans complexifier le plaque spaghetti. Il faut que ça s'intègre dans l'existant, j'imagine. Ouais. Exactement. Ouais. Julien, vous, les tendances que vous voyez, Je pense qu'on est assez aligné, effectivement, jusqu'à maintenant, d'un point de vue métier et processus. Je dirais que 90% des demandes entrantes, jusqu'à il y a encore 24 mois, étaient plutôt la fonction finance, qui était le donneur d'ordre, le gardien du temple, entre le contrôle de gestion et la consolidation qu'on adressait assez classiquement. Depuis 24 mois, il y a une véritable tendance à élargir les usages à des métiers qui sont beaucoup plus opérationnels. Par opérationnel, on va entendre la supply chain, la RH, la gestion des ventes, le marketing. Et ça, ce sont vraiment des besoins qui sont, où on recentre l'utilisateur au cœur des problématiques et qu'il devient vraiment partie prenante. L'objectif... Pour pouvoir partager peut-être aussi davantage au sein de l'entreprise. Exactement. L'objectif vraiment qu'on voit dans les entreprises, c'est de casser ces silos et de ne plus avoir qu'une seule personne qui est dans sa tour d'ivoire, mais vraiment d'avoir des contributeurs, un engagement global de l'entreprise, justement, vers des nouvelles tendances ou pour s'améliorer en continu. J'imagine qu'il faut que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire que tout le monde peut envoyer, mais il faut aussi derrière pouvoir partager. Hein. Voilà, exactement. Il faut pouvoir partager, donner une visibilité, et comme le disait Julien à l'instant, on n'est plus sur des problématiques de budget annuel. Aujourd'hui, avec des contextes sanitaires et humanitaires qu'on connaît, les prévisions, elles doivent se faire quasiment en temps réel. Est-ce vous aviez mentionné Excel, est-ce qu'on utilise encore Excel aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quand même la brique de base par laquelle tout commence, hein? Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, bien sûr, parce que vous n'enlèverez pas Excel à un contrôleur de gestion. Je pense qu'il vous en voudra énormément si vous faites cela. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a certains processus EPM pour lesquels il y a un niveau de maturité et de stabilité assez important et dans lesquels, effectivement, on met la plupart du temps en place un outil. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, la consolidation et le reporting de gestion, en général, sont des processus qui sont assez matures, assez stables dans le temps, et donc un outil autre qu'Excel est parfaitement adapté. L'élaboration budgétaire, qui est un autre processus EPM, ce qu'on constate, c'est qu'on a des réponses qui sont plus mixtes. En général, effectivement, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Bien souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on constate néanmoins l'utilisation en parallèle d'Excel parce qu'il faut pouvoir avoir la possibilité de faire une analyse ad hoc ou de répondre à une demande quelconque de son CFO qui ne sera pas forcément trouvable facilement, entre guillemets, dans l'outil EPM. La parole, je ne vais pas dire à la défense, mais à l'utilisateur au quotidien, Yves, voilà, on a parlé de vous, en fait, là, hein. Est-ce que, du coup, vous vous reconnaissez dans ce qui est dit et quels sont, selon vous, puisque vous avez décrit une évolution des besoins, les facteurs clés de succès pour le déploiement d'un projet EPM? Oui, d'abord, je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit. Après, moi, j'ai envie de prendre un angle un peu, je dirais pas différent, mais complémentaire, qui est que, pour moi, il y a un EPM, quel qu'il soit, il s'inscrit dans un ensemble. Et cet ensemble, il y a deux choses très importantes à prendre en compte. Il y a le facteur humain, ça a été évoqué, ça a été dit, non? Avec l'avant, le pendant et l'après, ça c'est très important. Avant, c'est qu'il faut manager les attentes, c'est-à-dire pas prétendre offrir un outil qui ne fait pas ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse, parce que là on est immédiatement déceptif et c'est un vrai bloc pour le projet. Pendant, il faut beaucoup de change management, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un outil nouveau, quelles que soient ses potentialités, a tendance à être déceptif pour une raison simple. Si vous êtes habitué à utiliser un outil pendant 5 ans, vous le maîtrisez bien, on vous donne un nouvel outil, c'est complexe, il faut apprendre à s'en servir, et donc vous êtes déçu parce que
même s'il a beaucoup plus de potentialité, ça ne marche pas. C'est ce que je dis en interne, ne comparez pas le dernier jour du logiciel que vous avez utilisé avec le premier qui arrive. Donc cette notion de change management et de comment on utilise, c'est très important. Et puis ce qu'on oublie souvent, et ça c'est très important, c'est l'après. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous implémentez un outil, vous faites un effort, les gens apprennent à l'utiliser, on va dire, au mieux à 40%. La personne qui l'a implémenté, l'intégrateur, etc., s'en va. Et la personne reste stockée avec ses 40% parce qu'elle est bloquée et elle ne va pas chercher d'elle-même. Donc ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, l'hypercare, c'est-à-dire la façon ensuite de suivre les personnes qui ont pris en main l'outil et de s'en servir de manière adéquate et d'essayer, parce que la mise en place d'un outil, c'est assez cher, de s'en servir, non pas à 40%, mais si possible, on ne l'utilise jamais à 100%, mais à 70 ou 80%, c'est énorme entre guillemets, dans ce que l'outil peut vraiment apporter. Donc ça, c'est tout l'aspect humain. Et puis le deuxième aspect qui est hyper important, c'est qu'un outil, c'est pas tout seul, ça s'intègre dans une chaîne d'outils. Depuis le management de la donnée, ce qu'on appelle le master data management, depuis le transactionnel, c'est-à-dire l'outil qui gère des millions de données dans les transactions et notamment dans des outils complexes, puis effectivement le BI, puis le PM, et puis la visualisation. Quel est l'outil qui va permettre de visualiser les analyses que j'ai faites? C'est un tout. C'est un tout, c'est une chaîne. Et par exemple, nous, on a constaté à pas mal d'endroits que le coût d'un projet, le coût complet d'un projet, souvent, peut monter jusqu'à 80% du coût qui est juste lié à l'intégration des données. C'est-à-dire, je vous amène un outil, ok, mais comment je le connecte à mes données d'entreprise et à mes autres outils? Et si je suis mal organisé, si je ne suis pas harmonisé, eh ben, à chaque fois que je le connecte, je vais le connecter dans l'entreprise A, très bien. Puis quand je vais le connecter dans l'entreprise B, pourtant du même groupe, ben, je vais refaire toutes les intégrations parce que les deux ne fonctionnent pas pareil. Et donc, si on ne prend pas ça en compte, et ça a été dit dans l'étude de travail préliminaire, etc., eh ben, soit on se plante parce qu'on a un outil qui est déceptif, qui ne fait pas ce qu'on attendait qu'il fasse, soit le coût devient prohibitif, parce que c'est un coût qui n'est pas du tout lié à l'outil lui-même, mais à l'intégration des données. Olivier, est-ce que ça correspond à peu près à ce que Mazars dit quand il arrive chez un client en disant attention, quels sont les facteurs clés de succès Oui, effectivement, et on aimerait bien que tous les clients soient comme Yves. Et effectivement, il ne faut pas voir en fait, cette conduite du changement comme un coût, mais plus comme un investissement. Parce qu'effectivement, c'est très important, à la fois, comme on le disait, en amont, pour embarquer des équipes, pour que, in fine, en fait, l'outil corresponde aux besoins qui est réalisé pour les équipes. Et d'ailleurs, souvent, il peut y avoir différents besoins. Il peut y avoir un besoin central et il peut y avoir des besoins locaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on a besoin aussi de mixer ces approches et d'accompagner aussi durant toute cette phase, en fait, notre client pour, en fait, justement, embarquer les équipes et que ça ne reste pas, en fait, un tunnel, en fait. Et justement, comme on le sait, tous les sujets de transformation, là, on parle d'outils, mais les sujets de transformation, de processus, d'organisation sont toujours des sujets, on va dire, de stress pour les équipes. Et il faut pouvoir embarquer cela. Et effectivement, on peut y avoir toujours un aspect déceptif, mais c'est le changement. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner ce changement. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on accompagne nos clients à la fois sur le besoin et ce changement. Oui, la clé, c'est l'amont et l'aval. Il faut bien comprendre les besoins, il faut bien accompagner. Il ne faut pas juste dire on vous a déposé ça, maintenant... Exactement, parce qu'en fait, un outil en soi, entre guillemets, je ne veux pas froisser, mais l'outil ne fait pas tout. Donc, il faut bien définir ce qu'on veut mettre dans cet outil et il faut bien accompagner les gens parce qu'effectivement, c'est un changement. Quand on change, eh bien, c'est toujours rompre avec une habitude et donc on a besoin d'être accompagné. Alors ça, c'est le monde parfait du consultant de l'entreprise, mais j'imagine que dans la vraie vie, ça ne se passe pas tous les jours comme ça. Vous, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est quoi les principaux écueils que vous rencontrez, les principaux pièges ou les principaux faux pas Moi, en fait, par rapport à ce qui a été dit, je suis évidemment d'accord, puisque concrètement parlant, c'est ce qu'on retrouve. Dans les écueils, ou en tout cas dans les facteurs clés de succès, qui me semble également très important de souligner, il y a effectivement l'expression du besoin en tant que tel, qui doit être la plus fine, la mieux pensée possible. On observe que beaucoup de projets en fait, sont décalés dans le temps, voire au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, notamment parce que les besoins sont changeants, ou en tout cas que le besoin n'a pas pris assez de temps en amont pour bien comprendre. N'a pas été suffisamment clairement bien posé sur la table. C'est souvent un facteur important. L'autre facteur, mais en fait ça a été plus ou moins cité, c'est l'implication interne qui, pour le coup, est absolument fondamentale. Je m'interroge toujours en fait sur les projets où on constate en fait que le temps alloué au projet est de l'ordre de 0,25 personnes par semaine, ce qui est toujours insuffisant. Il faut à minima une personne à temps plein pour pouvoir mener un projet de cette nature-là. En tout cas, c'est ce que nous préconisons, bien entendu.
Notamment parce que, et ça a été évoqué tout à l'heure, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est le transfert de connaissances, le transfert de compétences. Il faut effectivement qu'à l'issue d'un projet de mise en œuvre, le client soit autonome dans la solution. C'est absolument fondamental et en réalité, à mon sens, c'est comme ça qu'on mesure le succès d'un projet. C'est dans la capacité de prise en main de façon autonome par le client à l'issue du projet lui-même. C'est-à-dire que c'est plus du sur-mesure que simplement quelque chose de totalement standard. Bien et sûr. donc il faut bien comprendre les besoins, il faut les individualiser. Ouais. Julien, vous voulez peut-être compléter un petit peu sur ce point? Oui, enfin, écueils, sans paraphraser, effectivement, c'est un véritable projet de transformation dans l'entreprise, donc on ne peut pas se reposer uniquement sur l'outil. L'outil, c'est un peu la colonne vertébrale du système d'information. Il va faire ce qu'on lui demande de faire, naturellement. Donc la phase de cadrage, elle est primordiale. Elle est effectivement souvent mise de côté, où on tend à la réduire à peau de chagrin, mais c'est vraiment un élément primordial qui permet après d'avoir une solution et une réponse dans le long terme. C'est pas uniquement un projet qui va avoir Le temps qu'on prend au début, c'est pas du temps perdu, quoi. Non, c'est véritablement un investissement et le projet ne s'arrête pas, comme le disait Yves, à la fin, au Go Live. Bien évidemment, on accompagne après derrière pour aller adresser d'autres problématiques de l'entreprise. Ouais. Alors tout ça, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est comme le chantier de rénovation d'une maison? Il faut des mois et des mois pour faire un devis, des mois et des mois pour déployer, il y a des bugs, c'est compliqué. C'est quoi la durée moyenne de déploiement d'un projet comme celui-là? On s'embarque pour une vie ou ça va? Ça dépend de la taille de la maison. Un chantier moyen, c'est qu'on vous diriez? Non, enfin, cette question-là, évidemment, on nous l'a posée à chaque fois, elle est toujours un petit peu compliquée à répondre. Disons que un projet, ça peut prendre 4 mois, comme ça peut prendre 12 mois. On observe même des projets qui peuvent s'étendre sur plusieurs années en fonction justement de l'ambition du projet. Tout est question d'ambition. Si vous allez sur quelque chose qui est extrêmement standard, extrêmement réduit, ça va aller très vite. Si en revanche, vous voulez faire une transformation extrêmement profonde de la façon dont vous pilotez la performance, et qu'en plus de ça, vous souhaitez effectivement autonomiser beaucoup d'entités, etc., là, ça peut s'étaler sur plusieurs années. Plusieurs années, d'accord. Julien? Non, effectivement, je suis en phase avec ce qui vient d'être dit. On est sur des projets de long terme. Alors, c'est pas un investissement qu'à un instant T. L'entreprise se transforme. Moi, j'ai pas mal de clients aujourd'hui qui ont des roadmaps applicatives sur 15-20 projets. Donc, forcément, il y a un temps associé à ça, et c'est un temps plutôt long. Donc après, on peut démarrer un projet. On essaie d'être agile. On parle souvent d'agilité dans les cycles produits et logiciels. Ça veut dire quoi, agile? Ça veut dire qu'en 40, 60, 90 jours, on va pouvoir déjà avoir un lot 1 qui va être exploitable. Mais effectivement, on est sur des projets moyens, entre 3 et 4 mois à peu près. 3 et 4 mois. Olivier, c'est ce que vous constatez, vous, chez vos clients, la durée moyenne d'un projet comme ça? Oui, c'est très variable. Après, je pense que Yves pourrait témoigner aussi. Mais lorsqu'on est dans un grand groupe, avec un déploiement dans différentes filiales, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va y avoir aussi des besoins locaux avec certainement des outils amont à alimenter très différents. Donc ça va être compliqué dans le sens où il va falloir agréger des données assez importantes et transformer ces données dans les nouveaux outils. Donc c'est effectivement, je rejoins la difficulté en fait de chiffrer cette durée dépend beaucoup du besoin et du périmètre du client. D'accord. Sur le changement dans la question dans le sondage l'étude qui a été menée dont parlait Séverine tout à l'heure, on voyait ressortir le besoin de changement comme c'était un fort enjeu, une forte attente de la part des entreprises. Ça recouvrait quoi selon vous, Olivier? Ce changement, en fait, c'est effectivement déjà ce qu'on évoquait, c'est-à-dire embarquer les personnes, c'est-à-dire qu'il faut effectivement faire comme on l'évoquait de l'amont jusqu'à l'aval avec la phase d'hypercare. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué aussi ou un petit peu qui est la data. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on a parlé effectivement il faut bien cadrer le besoin, il faut bien accompagner les personnes. Donc comme on l'a vu qu'il y a un facteur important qui est ressorti de cette étude, mais il y a aussi toute cette gouvernance de données. Parce qu'en fait, on a, comme on l'évoquait, tout un énorme en fait, volume de données dans l'entreprise. Le data lake dont parlait tout à l'heure Georges. Exactement. Il faut pouvoir aussi maintenant bien savoir et ne pas être trop noyé dans ces données, bien comprendre. Et c'est en ce sens où la phase de cadrage est importante pour définir quels sont les leviers de performance et quelles sont les données dont j'ai besoin en fait, pour alimenter cet outil de pilotage. Ça vous inspire quoi, ça, Yves? Est-ce que dans ce data lake, comment est-ce qu'on fait pour... Et ce besoin de changement et de réactivité, comment est-ce qu'on fait pour être sûr crucial. D'abord, pour revenir juste sur la durée du projet, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment parler de projet, il faut parler de phase. La phase de dessin, de design d'un projet, la phase de construction, de build et le déploiement. Il faut se dire combien de temps si vous êtes une entreprise internationale qui évolue dans 200 pays, il est clair que la phase de déploiement, elle n'aura rien à voir avec une entreprise nationale qui a 5 sites. Donc cette phase-là, elle est par définition totalement liée à la taille de l'entreprise. En revanche, le dessin, le design
et la construction, ça, on peut avoir des idées plus... Et après, sur le data lake... Il faut se donner un calendrier. Il faut se donner un calendrier, mais qui est proportionnel, je dirais, proportionnel à la taille de l'entreprise. Et à sa diversité aussi. La taille du plat de spaghetti. Et après, sur le data lake, je ne peux qu'être d'accord. Dès lors qu'on a des données, ce qu'on appelle transactionnelles, l'échelle d'une entreprise un peu importante, c'est des millions de données. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut les automatiser. On ne peut pas rentrer à la main dans l'EPM des données, ça ne marche pas. Et donc, ces données, il faut qu'elles soient comprises, qualifiées, assimilables, traitées dans ce fameux data lake de telle manière à ce que l'outil puisse aller les extraire et les chercher de manière automatique. Et ça, c'est souvent un travail c'est la partie, je dirais, immergée de l'iceberg, que personne ne veut trop voir parce que c'est pénible, c'est dur à faire, ça prend beaucoup de ressources. Mais derrière, c'est un gain de temps et d'efficacité et de satisfaction pour l'utilisateur quand son outil fonctionne. Parce que l'outil, comme vous l'avez dit, c'est une colonne vertébrale, mais vous rentrez des mauvaises données dans un outil, il va vous sortir des mauvaises informations. Malheureusement, l'outil magique qui prend des mauvaises données et qui en sort la bonne information, celui-là, on l'attend toujours, mais je crains qu'il arrive pas demain matin. Et donc, cette notion de la donnée de l'entreprise, comment je l'organise, comment je la structure, on parle d'architecture de données, de telle manière à ce qu'elle soit pléthorique, mais quand même utilisable et automatisable. C'est un enjeu pour tout projet informatique. On en revient aux 80% du coût du projet sur l'intégration de la donnée. C'est ça qu'on veut essayer de baisser, parce qu'une fois que vous l'avez fait sur votre donnée centrale, tous vos projets informatiques vont voir baisser leur temps de mise en place et leur coût. En fait, c'est la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'on a une mine d'or, c'est ces data. On commence à avoir des pelles, mais il faut savoir où on creuse et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, on en est un peu dans cette phase-là. Exactement. Et pour l'instant, vous pensez qu'on en est où dans notre capacité à exploiter les data? Il y a des entreprises dont on parle toujours en disant elles sont hyper fortes, genre Amazon qui est devenue très très forte dans sa capacité à gérer les data. Les entreprises en général, pas forcément vous, votre cas en particulier, est-ce qu'on passe à côté de la mine d'or, on la regarde mais on n'a pas commencé à creuser ou Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer et notamment les outils, ce qu'on appelle les data lakes, les data warehouse, etc. sont des outils qui permettent d'aider à l'architecture et la structuration. Après, il y a des entreprises dont le fonds de commerce et la gestion de la donnée, donc forcément ils sont en avance. Oui, et puis par tête zéro au moment où le digital naissait, c'est plus facile pour l'intégration. Après, je pense que on est tous à des niveaux différents en train de se chercher pour optimiser ce sujet-là qui n'est pas facile parce qu'en plus le volume de data et sa variété change. Donc c'est pas un monde où j'ai une cible et j'y vais sans qu'elle bouge. Ouais, c'est pas un truc. C'est une cible aussi mouvante. C'est mouvant et il ne cesse de s'accroître. Parce que le contour de votre entreprise quand vous êtes une entreprise internationale change aussi. Donc vous intégrez une nouvelle entreprise, il faut la connecter avec. Donc c'est un sujet pas facile, mais qui clairement se structure. Et avance dans la bonne direction, aussi grâce aux outils qu'on met à disposition maintenant des entreprises, qui permettent de structurer cette data de manière plus fiable. Olivier, sur ce point, vous pensez qu'on en est où de la capacité à exploiter cette mine d'or? On a déjà bien progressé, on en est qu'au début Je pense qu'on est effectivement à mi-chemin. On commence effectivement à justement bien ordonner avec ces data lakes, notamment en fait ces données, à pouvoir en tout cas les stocker, commencer à les exploiter. Après, le pendant avec effectivement les GAFA n'est pas forcément toujours pertinent parce qu'en fait, je veux dire, eux, c'est leur matière première. Contrairement au lait, par exemple, pour Danone. Donc, eux, c'est leur cœur de métier. Qui sont partis de la data du numérique. Voilà, sur les EPM, là, on va être plutôt sur des données internes de l'entreprise, justement, pour suivre ces leviers de performance. Donc, on est sur une autre dimension, je veux dire, sur une dimension plus interne, même si on va essayer aussi de faire intervenir des données externes, des données clients, par exemple, avec des CRM ou d'autres outils comme cela. Mais effectivement, je pense que de toute façon, il y a une énorme marche, en fait, de progression. Et on va pouvoir aussi, au fur et à mesure, essayer de plus automatiser, comme on se le disait, aussi pour avoir des données plus prédictives et éviter aussi le moins de saisies, même si de toute façon, il y aura toujours l'aspect humain qui sera important. Ouais, finalement, les entreprises qui ne sont pas nées dans la data peuvent petit à petit, grâce à la naissance de nouveaux outils, essayer d'avoir cette agilité qui fait celle des GAFA. Dans l'étude, tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question qui remontait sur la prévision. Donc moi, je l'ai interprété comme la capacité à mieux utiliser la data pour prévoir. Je ne sais pas si c'est forcément ça que ça voulait dire, mais c'est ce que j'en ai compris. Vous, en tant qu'éditeur, est-ce que vous sentez remonter ce besoin de la part des clients sur... Je ne veux pas simplement que la fonction finance soit rétroviseur et m'aide à voir ce qui s'est passé, ou budgétaire, mais aussi qu'elle m'aide à plus prévoir et à mieux anticiper. Est-ce que c'est un besoin nouveau qui apparaît? C'est incontestable. Alors, nouveau, je ne sais pas si on peut appeler ça nouveau, ça fait quelques années déjà que ça apparaît. Encore une fois, la fonction finance, elle est devenue vraiment le business partner des opérationnels. Donc, il faut qu'il puisse être capable de donner de la visibilité. Si on prend l'exemple de Yves, aujourd'hui, quel va être l'impact des coûts de matières premières?
sur les PNL directement. Il faut pouvoir prévoir ça. C'est pas que de la consolidation a posteriori. C'est pas uniquement d'avoir un état statique qui, effectivement, par définition, cet état statique va être obsolète dans la minute qui suit. Donc c'est comment on peut être dans l'agilité permanente et donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes, au comité de direction naturellement, mais également aux managers et aux opérationnels. Ça, Julien, est-ce que vous le ressentez aussi dans cette période très particulière entre le Covid qui a bousculé des habitudes, aujourd'hui la rupture des chaînes logistiques, l'inflation du prix des matières premières, la guerre en Ukraine? Est-ce que du coup vous avez plus de demandes en ce moment sur aidez-moi à trouver des outils d'aide à la prévision Plus que jamais, j'ai envie de dire effectivement, moi ce qu'on peut observer nous, au niveau encore une fois des appels d'offres que nous recevons, c'est une sensibilité très forte justement par rapport à une capacité à faire du prévisionnel de façon extrêmement récurrente, extrêmement répétée, avec des fréquences de plus en plus élevées. D'une manière générale, effectivement, ce qu'on observe aussi, c'est beaucoup de demandes, sans forcément d'ailleurs aboutir sur des projets. Mais en revanche, on voit une curiosité, un intérêt de plus en plus marqué vers tout ce qui est analyse prédictive, au sens assez large, y compris sur des sujets qui vont vers le machine learning. Mais là encore, on n'est pas forcément dans la réalisation concrète, mais en tout cas, ça traduit bien un intérêt de plus en plus important des entreprises dans cette capacité à, je dirais, affiner de plus en plus leur capacité de prévision. Donc, d'un côté, on veut faire du rolling forecast, c'est-à-dire vraiment une capacité à prévoir et à travailler sur ces sujets de façon mensuelle, c'est-à-dire de façon extrêmement fréquente, et puis s'appuyer effectivement sur des données et des outils, enfin surtout des données externes, qui vont permettre d'affiner finalement ma capacité à prévoir. C'est à intégrer des datas qu'on va chercher à l'extérieur. Absolument. Alors, c'est quoi le potentiel des EPM, justement, dans ces outils de prévision? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire dans cette capacité à se projeter, selon vous, Julien? Il est assez infini, finalement, puisque les usages évoluent. Il y a 2 ans, on n'était pas encore à ce niveau de maturité. Les contextes qu'on vient de traverser nous ont aussi amenés à évoluer, à revoir la façon dont les entreprises allaient utiliser ces outils. Effectivement, Julien le disait, on est passé de processus budgétaire annuel à aujourd'hui, dans du retail, on est quasiment sur une reprévision quotidienne dans les applications. Demain, l'intelligence artificielle qu'on embarque directement dans les produits, en intégrant les données de l'entreprise, mais également des données externes à l'entreprise, ça devient crucial. Et c'est plus, aujourd'hui, le plus gros qui va gagner, c'est celui qui va être le plus rapide, le plus agile. Ça marche, vous diriez, Yves, l'expérience que vous avez, c'est que ce monde qu'on nous décrit d'un EPM qui permet de prédire un petit peu mieux l'avenir, ça fonctionne aujourd'hui, ça commence à marcher, hein? Oui, puis c'est dans une continuité, ça commence indiscutablement à marcher. Après, c'est là où on ne peut prédire que ce qui est par essence prévisible. Donc comme on est dans un monde qui devient de moins en moins prévisible, il ne faut pas non plus se tromper de combat. C'est-à-dire que, et c'est là où on revient à l'idée de chercher la précision ultime ou l'exhaustivité pour appliquer 4 mois après dans un monde qui a complètement changé quelque chose qui est très précis. Vous ne savez pas où sera le Covid dans 6 mois, c'est pas ça. Inepte, voilà. Donc on est vraiment de plus en plus dans la recherche, et ça c'est quand même encore quelque chose qui demande énormément justement d'automatisation et d'algorithmes, c'est-à-dire le monde vers lequel on tend, c'est un monde qui va se gérer vraiment en temps réel, et avec des capacités d'adaptation et de réaction beaucoup plus fortes encore qu'aujourd'hui. Donc la prévision au sens par exemple budgétaire, notion budgétaire aujourd'hui, et notamment le budget annuel, ça a quasiment plus de sens, y compris dans des entreprises, ça n'en avait déjà plus dans les entreprises digitales depuis longtemps, et même dans des entreprises comme les nôtres, qui ont longtemps fonctionné avec des budgets ou des plans à 3 ans, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette logique-là. Hein. Donc il faut que ces outils s'adaptent, et notamment en incorporant de l'intelligence artificielle, parce que la vitesse humaine n'est plus adaptée finalement à un certain moment à cette vitesse de management de data qui sont énormes, dans un temps de plus en plus court. En fait, c'est un outil d'aide à l'agilité, à la réactivité. Ça ne me dit pas quel temps il fera et quelles seront mes ventes forcément dans 15 jours. Si j'ai tel élément, comment je réagis ? Et ça, il faut que je l'ai en permanence, parce que finalement, c'est exactement la métaphore de la personne qui, quand vous prenez le vélo, vous êtes sur votre vélo, vous êtes du point A au point B, vous n'avez pas un plan le matin où vous prédites tout ce qui va se faire sur votre chemin. Vous réagissez en temps réel. Il y a un caillou, vous êtes toujours en train de manier le guidon, etc. Et vous êtes en permanence et vous en rendez même pas compte. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez. L'important, c'est d'arriver au point B en bonne santé. Vous ne partez pas avec un plan en disant, OK, maintenant que j'ai fait mon plan, je vais suivre exactement mon plan et je vais arriver au bout. C'est un peu ça, aujourd'hui, la vie de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise.
Olivier, vous diriez que la promesse est tenue en général sur ces projets-là, et c'est ça qui du coup incite plus d'entreprises à faire appel, ou il y a encore un petit peu de scepticisme sur est-ce que je vais encore m'embarquer dans un truc pas possible et je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose à la fin? Alors les outils de manière générale, en fait, amènent toujours un peu de scepticisme pour nos clients, mais effectivement, c'est quand même des outils, les EPM, en fait, sur lesquels les clients se penchent de plus en plus, parce qu'on on l'a vu avec la crise sanitaire, puis la crise ukrainienne, on est en perte de repères, comme on l'évoquait. Et on a besoin, effectivement, de simuler ces fameux chemins. C'est pour ça que je prenais l'image de Waze, c'est-à-dire qu'en fait, on a différentes options, on a différents scénarios, et on va voir est-ce qu'on va prendre le chemin le plus court, le chemin le moins cher, le chemin le plus direct. Et donc, on a besoin de simuler tout cela avec ces outils. Et c'est pour ça que les entreprises sont de plus en plus intéressées justement par avoir ces nouveaux outils et qui permettent de leur donner plus de vision et surtout cette notion de réactivité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire ne pas attendre d'avoir un processus de 6 mois avant de savoir ce qui va être fait et qui sera déjà largement dépassé. Dans les dernières questions que tu soulevais tout à l'heure, Séverine, il y en avait une qui portait sur la consolidation des comptes, et il disait finalement qu'il y avait peu d'attentes sur le fait que les EPM pouvaient répondre à un besoin de consolidation au moment de la publication des comptes, en plus de la consolidation de gestion. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? En fait, est-ce que c'est deux mondes parallèles, ou est-ce que c'est des mondes qui peuvent se rejoindre, ou elle nous montrait une boucle après, comme s'il y avait un cercle vertueux possible. Oui, en fait, on a ces deux mondes qui commencent à se rejoindre dans le sens où il y a une consolidation, on va dire, de reporting et une consolidation statutaire qui peuvent être faits dans les mêmes outils. Aussi, ça rejoint à des obsolescences, notamment de produits leaders du marché, donc qui vont arriver dans les années à venir. Et effectivement, après, je laisserai peut-être mes collègues éditeurs en parler, mais effectivement, c'est quelque chose qui commence à être anticipé par nos clients. Les éditeurs, réponse sur ce sujet, sur la consolidation, les EPM comme outil de consolidation, est-ce que c'est une piste à exploiter ou est-ce que c'est un univers parallèle? Effectivement, Olivier le disait, sur un marché de renouvellement. Donc pour les entreprises, c'est le moment de se poser la question de est-ce que je réinvestis sur un outil un peu ancien et finalement pour pas de bénéfices client-utilisateur in fine, ou est-ce que je me pose la question de réfléchir à une plateforme peut-être plus globale qui va permettre justement d'embarquer la fonction finance, la fonction consolidation, mais pas que dans ces plateformes-là. Et c'est effectivement des choses qui voient le jour depuis maintenant 12-24 mois. C'est une bonne question à se poser au moment où on est en déploiement d'un projet EPM, peut-être. Ça, ouais. Julien, aujourd'hui, de toute façon, nous, on ne voit pas ou très peu de projets, en tout cas dans les mois qui viennent, qui n'embarqueront pas justement pour cette obsolescence prévisible des outils historiques du marché, puisque en substance, d'ici 4-5 ans, il va y avoir une vague de renouvellement assez significative sur ce genre de sujet. Et donc, on ne voit pas de cas de figure où on n'embarquerait pas l'élément consolidation statutaire. Pas forcément, je dirais, avec un enthousiasme énorme, pour parler franchement, puisque concrètement parlant, d'une part, je pense qu'il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un petit peu cette crainte d'avoir moins bien, parce qu'on est très habitué finalement à ces outils qu'on utilise depuis maintenant des années et qui, il faut le dire, quand même donnent satisfaction. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a cette tendance-là qui est renforcée par un besoin que j'évoquais tout à l'heure d'alignement, c'est-à-dire être capable d'expliquer les différences qui peuvent y avoir entre la partie statutaire, très normée, normative, peu analysée en réalité, et le reporting de gestion interne, le tout étant également aligné avec les exercices prévisionnels. Yves, est-ce que vous confirmez un peu cette tendance en tant qu'utilisateur? La consolidation, c'est le socle de ce qu'on appelait le BI, puisque c'est de la description du réel, c'est pas de l'analyse du réel. Vous portez des comptes et vous vous assurez qu'ils sont justes. Vous expliquez pas, vous créez vos comptes et voilà. Et donc derrière, effectivement, c'est la donnée. Vous avez le transactionnel, tous vos millions de transactions. Vous arrivez à décrire la réalité et après... C'est une photographie. C'est une photographie. Après, vous l'expliquez. Et après, vous faites de la prévision. Donc, on revient à notre histoire de chaîne d'outils dans laquelle on peut imaginer de l'intégrer plus ou moins, c'est-à-dire un outil qui serait à la fois le transactionnel et puis avec sa propre consolidation et son BI et son EPM. Et on peut aussi imaginer, quand les données sont bien harmonisées, d'avoir différents outils qui viennent se connecter les uns aux autres pour optimiser chacune des étapes de manière relativement simple. C'est vrai que un des sujets qu'on a du fait de cette intégration de données dont on a parlé des data lakes, c'est de se dire, des fois, il y a des sujets d'intégration qui peuvent aider, parce que si c'est le même, effectivement, éditeur à un moment donné qui gère plusieurs outils, on peut avoir des facilités dans cette intégration des données
Sauf qu'il y a un existant à gérer. Voilà, il y a un existant à gérer. Qui fonctionne. Et donc c'est un arbitrage toujours entre les deux, de tout renouveler. Vous reconstruisez, vous abattez votre maison et vous en construisez une neuve, ou vous la réparez. Ouais. Et il y a des gens vous avez des gens des deux côtés. Certains vous disent des fois c'est mieux d'abattre tout et de reconstruire, à la fois en temps et en coût, et d'autres qui vous disent non mais c'est mieux de... C'est le moment ou jamais, quoi. Voilà. Un autre sujet qui était évoqué à la fin de la présentation de Séverine concernait comment est-ce que finalement ces nouveaux outils pouvaient permettre d'avancer sur des sujets qui sont vraiment au-delà de la finance, mais qui sont la RSE. Est-ce qu'il y a un lien possible, ou est-ce que avoir une meilleure capacité de prévision, d'outils de gestion de la performance, ça permet aussi d'avancer sur d'autres sujets finalement que simplement le résultat? La RSE, c'est un sujet de qualification de la donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à qualifier votre donnée de manière suffisamment synthétique, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, la biodiversité. Votre impact sur la biodiversité. Le vrai problème, c'est pas le PM ou pas le PM. Le vrai problème, c'est comment je quantifie cet impact. Il faut un thermomètre. Amazon, donc il y a la biodiversité. Le PM peut être le thermomètre. Par contre, une fois que vous avez mis votre donnée quantifiée, par exemple le CO2, vous avez quantifié votre quantité de CO2, il n'y a aucune opposition à ce que vous le traitiez comme une donnée financière. La quantité de CO2, ses analyses, ses écarts, ça peut se traiter dans un BI, ça peut se traiter dans un EPM. La vraie difficulté, c'est comment je qualifie ma donnée quand on parle d'environnement, quand on parle de RSE, de données sociales, de manière à ce qu'elle soit suffisamment agrégée pour être traitée comme une donnée unitaire pertinente. Après, l'outil va faire le même travail. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être justement pour conclure sur ce point, est-ce que c'est possible? Est-ce que les outils d'EPM, selon vous, peuvent aider à répondre à ça, ou est-ce qu'ils n'ont pas été conçu pour ça et on ne peut pas rajouter une fonctionnalité en plus? Ça va dépendre des outils que vous allez utiliser, je tendance à dire, mais on est dans un monde aujourd'hui où l'ouverture, l'agilité est vraiment le maître mot. La RSE ou tout ce qui est ESG, d'une façon générale, va transiter par la fonction finance. À un moment, la direction financière va avoir besoin d'utiliser et d'exploiter ces données. Donc il y a, encore une fois, pour faire le parallèle avec notre introduction de la partie BI EPM, l'outil EPM va pouvoir, agréger les données pour faire une restitution, effectivement, de l'empreinte carbone. Il faut que ça soit ça peut être sur le tableau de bord. Ça va être sur le tableau de bord, puisqu'on va vers une taxonomie vraiment ESG, et aujourd'hui, cette taxonomie, elle est embarquée par les outils EPM. Et après, la question qui se pose juste après, et qu'on commence à avoir de l'ensemble de nos clients, c'est de dire, OK, j'ai fait un reporting, ma donnée elle est statique, comment je fais pour que dans 2 ans, on soit plus aux mêmes empreintes carbone, que je baisse mon empreinte et des choses comme ça. Donc, on est aussi dans l'amélioration continue de ces informations-là. C'est thermomètre, tableau de bord, capacité à agir. Julien, vous confirmez? Oui, non, je confirme. Je dirais que finalement, sur un reporting RSE, ça a été mentionné, mais le principal enjeu, je pense, c'est l'intégration de la donnée. On va prendre des données qui peuvent venir d'Internet, qui sont sous des formats qui ne sont pas forcément financiers. Donc le principal enjeu de notre point de vue, il est là, et ça, évidemment, des outils EPM modernes aujourd'hui sont pensés pour faire cela. Un deuxième enjeu, quelque part, ça va être également la publication. Il faut qu'on puisse publier ces données sur le marché, qu'on puisse communiquer. Et là encore, les nouveaux outils, entre guillemets, sont très, très orientés vers la publication et la communication au marché. Et puis, je dirais d'une manière générale, il y a ce sujet du dashboarding, du tableau de bord. Il faut qu'on puisse, en interne, il faut qu'on puisse piloter finalement les différents piliers RSE pour qu'on puisse s'assurer qu'on a défini tel objectif. Est-ce que cet objectif, il a été atteint et quel est l'écart finalement par rapport à l'objectif? Et là encore, on est sur des fonctionnalités qui sont devenues communes au niveau des outils d'EPM. Ouais, Danone, en plus, est très engagé sur ces sujets-là. Un Bicorp pour pas mal des filiales du groupe, une vraie volonté d'être assez exemplaire sur tous ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, l'outil EPM répond à vos besoins pour justement avoir cette capacité à agréger et à aussi communiquer de manière transparente? Oui, comme je l'ai dit, l'outil EPM, pour moi, n'est pas la limite. Avec un outil EPM, et notamment les outils EPM les plus modernes, on arrivera à gérer. C'est plus en amont qu'il va falloir bien s'adapter, et en plus le régulateur va nous imposer ça, comme ça a été dit, il y a une taxonomie verte qui arrive en Europe et qui va nous donner un certain nombre de critères auxquels répondre, mais à partir du moment où on rentre dans ce schéma, on appelle ça les données extra-comptables, mais qui finalement sont traitées et qui vont être de plus en plus traitées de manière proche de ce qui est dans la comptabilité. Et Danone veut présenter des comptes en donc il n'y a aucune raison que les outils de développement que l'on applique aujourd'hui sur le business en général, et on l'a dit, pas que sur des KPI financiers, mais aussi de business, opérationnel,
ne fonctionne pas sur les données extra-financières. Encore faudra-t-il bien s'entendre sur la standardisation de ces données et leur qualification. Ouais, il faut que le thermomètre soit le même pour tout le monde, soit fiable et qu'on puisse comparer. Qu'on puisse que ça puisse être une base comparable. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Olivier, vous restez à mes côtés. Je vais rappeler Séverine. On va passer à la partie conclusion et voir si on a reçu quelques questions par Internet pour y répondre. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais sinon on va essayer juste de conclure et de retenir les leçons de cette question qu'on se posait. Les nouvelles technologies peuvent-elles tenir leurs promesses sur le sujet de l'amélioration de la performance? Merci à tous les quatre. Merci. Quelques mots pour conclure notre table ronde et nos débats de la matinée. Je vais commencer par vous, Olivier. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vraiment la fonction finance devient de plus en plus stratégique. C'était une fonction peut-être un petit peu miroir, qui disait ce qui s'était passé, peut-être ce qu'on avait comme marge de manœuvre. Aujourd'hui, elle est au cœur de la décision, elle est au cœur de l'action. Et surtout, il faut qu'elle ait gagné en agilité et en réactivité dans un monde de plus en plus imprévisible. Et pour ça, il y a des outils. La question, c'est est-ce que ces outils peuvent servir? Il y a quelques années, moi, j'avais appris le mot ERP, qui était dans le transactionnel. Là, je suis en train d'apprendre le EPM. J'ai l'impression, en fait, ce que vous voulez nous proposer, nous aider à déployer, c'est un peu des tableaux de bord 2.0 pour une route qui bouge tout le temps. On prenait l'analogie de Waze ou du vélo, c'est ça. Dans un monde plus incertain, c'est ça l'enjeu, finalement. Oui, c'est ça l'enjeu. Et effectivement, à travers les crises qu'on a pu rencontrer, donc la crise sanitaire puis la crise ukrainienne, on voit qu'on est en perte de repères. Et donc, effectivement, pour réaliser ces prévisions, on a besoin d'outils de plus en plus agiles, comme on a pu le voir, de plus en plus réactifs. Et donc, effectivement, ces outils EPM, en fait, permettent de répondre à ce besoin. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'enjeux liés à la fois à la définition du besoin, parce que l'outil ne répond pas à tout, il n'est pas magique, donc on a besoin de bien définir en amont ces processus, et tout ce qui est lié aux données. Donc, on a vu à travers le Data Lake et la première intervention, donc besoin de structurer et de gouverner en fait l'ensemble de ces données. Et c'est en ce sens où ces outils en fait permettent de réaliser cela avec tout l'accompagnement donc, que l'on peut fournir à nos clients. Il faut de l'amont, de l'aval pour pas que ça se transforme finalement en usine à gaz, parce que dans le déploiement de grands projets dans le passé, dans les ERP, on sait que parfois ça s'est avéré aussi difficile. Est-ce que là aussi nous on a gagné collectivement en agilité pour déployer ce genre de projet pour que ça fonctionne plus vite et mieux finalement, Alors effectivement, il faut essayer justement d'embarquer les personnes pour que ces usines à gaz, entre guillemets, n'en deviennent pas. Parce qu'on a besoin de répondre à un besoin. Comme on l'évoquait, il peut y avoir différents besoins. Il peut y avoir des besoins centraux, des besoins locaux. Mais alors on a beaucoup parlé de finance, mais on a besoin aussi d'amener des données liées à l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, une donnée financière en soi, finalement, ne sert pas grand-chose. Il faut pouvoir la mesurer par rapport à un élément opérationnel. Donc c'est en ce sens où on a besoin de ramener l'ensemble de ces données dans ces outils pour qu'ils puissent être, justement correspondre aux besoins et avoir une meilleure analyse de ce qui est fait et donc du coup de ce qui sera fait demain. Ouais, ça montre bien l'importance de l'amont dans les besoins et la pertinence de la data. C'est ce que disait Yves tout à l'heure. Il ne faut pas se noyer dans un data lake. Il faut savoir quelle data on veut retenir. Séverine aussi, pour conclure, on a beaucoup parlé d'Excel. Alors moi qui ne suis pas un matheux ou pas très financier, je dirais que même le tableur Excel, parfois je m'y perdais un petit peu. J'imagine que dans les fonctions finance, dans les fonctions budgétaires, on a fini par acquérir un véritable savoir-faire. Et là, on nous dit, peut-être pas abandonner, mais Excel n'est plus au cœur de votre stratégie. Est-ce que finalement, tous ces changements, ça risque pas de faire un petit peu peur aux hommes et aux femmes qui, dans les fonctions finance ou budgétaires, travaillent au quotidien et se disent on est en train de me réinventer un truc très compliqué. Alors, je dirais, je ne vois pas Excel totalement disparaître des directions financières, pas dans les prochaines années. En revanche, effectivement, par rapport aux enjeux autour du pilotage de la performance, je pense que sur des phases de construction budgétaire, etc., les outils EPM sont plus appropriés et font gagner du temps quand ils sont bien implémentés, on l'a vu, aux équipes
financières qui peuvent se consacrer un peu plus à l'analyse. Vous disiez on peut gagner 60% du temps, Certains réduire les de nos erreurs. clients, voilà, qui ont bien organisé leur projet ont été jusqu'à gagner ce temps-là, ce qui soulage beaucoup les contrôleurs de gestion, qui se plaignent souvent dans les études qu'on mène de passer trop de temps à faire du data crunching et pas suffisamment de temps à analyser, prévoir, justement simuler par rapport à l'évolution de la conjoncture et des enjeux. En revanche, c'est vrai que si on n'organise pas correctement ce changement, si on ne l'accompagne pas avec des moyens de communication, de formation, ces projets peuvent être un peu effrayants pour les équipes financières qui n'ont souvent pas beaucoup de temps avec leur... Ils ont déjà des choses à faire. Ils sont déjà souvent bien occupés. Et donc, c'est vrai que l'arrivée de ces projets est un peu déstabilisant. Ça nécessite qu'ils s'y investissent pour que ça réussisse après. Donc, ça leur prend du temps. Du coup, il faut accompagner ce changement. On l'a vu dans l'étude, ça ressort. Yves en parlait. Et Yves disait qu'il faut aussi accompagner après. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le jour où on a déployé qu'il faut croire qu'on a fait tout le boulot, si on veut exploiter tout le potentiel. Ouais. Avant, pendant, après. Ouais. Et on pourrait presque dire l'outil ne fait pas le moine, c'est-à-dire que trop attendre de l'outil fait parfois pédaler un peu certains projets. Au tout début, Georges disait de chez Sony, finalement, l'humain reste important. C'est-à-dire, je crois qu'il faut faire peut-être comprendre que l'intelligence artificielle ou les nouveaux outils doivent donner plus de liberté, plus de marge de manœuvre aux humains qui sont derrière pour analyser et traiter, mais que derrière, finalement, l'humain reste au cœur de la décision stratégique. Absolument, au cœur de la décision stratégique, au cœur de la correcte utilisation de ces outils, au cœur des analyses et des décisions qui seront prises grâce à ces outils. Ce sont vraiment des moyens. Ça ne remplacera pas l'intelligence humaine. C'est les pelles pour creuser dans la mine d'or. Merci à tous les deux, merci à tous et à toutes d'avoir participé et suivi nos débats. Et je vous donne bientôt rendez-vous pour d'autres débats et d'autres conférences avec Mazars. Merci à tous. Merci.